Monsieur le Président annonce ici, dans le collège de Ganges, annonce importante, entre 100 et 230 euros pour les enseignants, 100 j'imagine pour les enseignants confirmés et 230 pour ceux qui débutent, ou 2000 euros pour ceux qui débutent, j'avais entendu parler de ça. C'est simple, je tiens les engagements pris. Plus un enseignant en dessous de 2000 euros, une augmentation, le ministre détaillera, ça dépend des carrières, des qualifications, mais qui est de 100 euros jusqu'à 230 euros socle, c'est-à-dire sans condition. Et puis à côté de ça, il y a ce pacte qu'on propose aux enseignants, qui est de dire on a besoin de vous pour les devoirs faits à la maison, qu'on va généraliser progressivement d'ici à 2024, qui est clé pour aider en particulier nos jeunes collégiens à rattraper les choses. On a besoin de vous au primaire pour l'école inclusive, on a besoin de vous pour les devoirs au primaire, on a besoin de vous aussi au primaire pour accompagner nos élèves de 6e parce que la transition est parfois difficile. On a besoin de vous au collège donc pour les devoirs faits. On a besoin de vous au collège pour les remplacements parce qu'on a trop d'heures qui ne sont pas remplacées. Et donc il faut pouvoir, en organisant, en donnant les moyens aux chefs d'établissement, remplacer les absences courtes. Et bien pour tout ça, il y aura un pacte. Et ce pacte, il vous permettra de gagner encore plus que cette augmentation de base. Et donc on aura des enseignants, quand ils signent le pacte, qui peuvent avoir jusqu'à 500 euros de plus par mois de rémunération. Les AESH qui ne sont pas oubliés, plus 10%, plus 35 heures, garantie les 35 heures. Alors, c'est à chaque fois du cas par cas, parce que les situations sont très complexes, ça dépend des enfants et autres. Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années ? On les a sortis des contrats courts et de la précarité. On les a toutes et tous, qui sont accompagnants de nos enfants en situation de handicap, mis dans au moins des contrats de 3 ans, voire on les a pérennisés dans leur emploi. On les a augmentés déjà, on les augmentera de 10% à la rentrée. On a créé beaucoup de postes, plus 40% d'enfants qui sont scolarisés grâce à ce dispositif en 5 ans. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est en effet, au-delà de l'augmentation qui se fera de 10% à la rentrée, qu'ils aient un temps complet. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec les groupements scolaires, avec aussi les communes, pour prendre en compte le temps périscolaire. Une autre question, puis j'ai une dernière question à poser au Président. Ici à Ganges, on vous attendait beaucoup Olivier sur la ruralité, sur les territoires, c'est essentiel. sur la santé. Et donc c'est ces sujets que vous avez évoqués aussi avec les citoyens ici, Alors, que vous avez à l'esprit? Oui, parce qu'on l'a très bien dit, c'est des territoires qui sont innovants, parce que la ruralité fait, comme l'a très bien dit une enseignante, on se retrousse les manches. On a des enfants qui, pour 80%, ont beaucoup de trajets et donc sont souvent à la cantine. Donc on organise beaucoup plus le temps périscolaire, on a des activités parallèles et puis on développe de l'innovation. Sur l'école et la ruralité, 2 choses simples. J'avais pris un engagement à la fin du grand débat. Plus de fermeture d'école sans l'avis explicite du maire. Ça a tenu, ça a changé des vies. On doit maintenant trouver des solutions concrètes sur le terrain. Le ministre l'a annoncé. Qu'est-ce qu'on va faire dès la rentrée prochaine ? On va faire de la pluriannualité avec les maires. Et ça, c'est une petite révolution. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que très souvent, on dit à un maire au printemps, on va fermer votre classe ou votre école à la rentrée prochaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effondrement du nombre d'élèves, ou parce que d'un seul coup, vous êtes dans un établissement scolaire où il restait 2 classes, et puis vous fermez une des 2 classes, et il n'y a plus le seuil critique, ça ne marche plus. Ça, on peut le prévoir. Et c'est pour ça que je parlais de démographie. Ici, on sait que la démographie se tient bien. On garde les habitants, voire on en a de nouveaux. On a un collège qui a une augmentation du nombre d'élèves, on a une école qui se tient, il n'y aura pas de problème. Je sais vous dire les communes où d'ici 2 à 3 ans on aura des problèmes. C'est les communes où la natalité a déjà baissé. Et donc il faut prévoir ça. Donc on va faire de la pluriannualité et puis on va surtout concerter avec les maires et construire des solutions. Et les solutions c'est quoi ? Nos classes multiniveaux qu'il faut dégager, réussir à avoir aussi des internats. Moi je crois beaucoup à l'internat dans le rural qui est une solution formidable et qui marche très bien. La réforme des retraites, quoi qu'il arrive, vous la gardez ? Vous la gardez quoi qu'il arrive ? Quoi qu'il en coûte ? Écoutez, d'abord, c'est une réforme qui permet de faire des économies, donc c'est plutôt quoi qu'elle rapporte. Et je sais tous les désaccords qu'elle suscite. Et je suis moi, très vigilant sur à la fois ses colères, ses mécontentements, et je les respecte. Mais ce que j'ai dit, je pense qu'on doit expliquer et réexpliquer encore, et essayer de convaincre sur la nécessité de cette réforme. On peut discuter des modalités. Vous ne la retirerez jamais ? Non mais d'abord, je viens de la promulguer, donc je vais pas... j'ai un peu de constance, vous me connaissez, ça fait... Et comme je le disais, moi je crois à la vie démocratique. Beaucoup de gens ont ce commentaire en ce moment. Et donc moi je pense que quand on veut se faire élire, c'est bien de dire ce qu'on va faire. Je l'ai fait. Moi j'ai fait campagne, y compris sur cette terre, parfois en me faisant secouer, en disant je mettrai la retraite à 65 ans.
on a négocié, on a fait du compromis avec les forces syndicales, politiques. On a fait 64 ans, l'accélération des cotisations jusqu'à 43 ans. Et on a fait aussi beaucoup de concessions pour les carrières longues, pour les petites retraites, pour les métiers les plus pénibles. Donc on a concédé. Mais je fais ce que j'ai dit. Pour l'école, j'avais dit, on fera un investissement de la nation, je le fais. Et je trouve que c'est ça la démocratie. C'est d'avoir l'honnêteté de dire, quand on va chercher la confiance des gens, voilà ce que je vais faire, y compris quand ça ne fait pas plaisir. Et c'est quand on est un an après, juste de faire ce qu'on s'est engagé à faire et d'essayer de le faire au mieux. Je le fais pour les retraites, je le fais aussi pour l'éducation. Et comme je l'expliquais, on ne peut pas augmenter nos professeurs, on ne peut pas réinvestir dans l'éducation, on ne peut pas, pour notre ruralité, créer 200 brigades de gendarmerie. On va changer le visage de notre ruralité. On recrée pour la première fois depuis des décennies des brigades de gendarmerie. On va en créer 200. On réinvestit dans notre ruralité. On a déjà créé, depuis mon engagement de 2019, 2500 maisons France Service. On va encore aller au-delà. On continue à recréer de la santé. Tout ça, c'est de l'investissement de la nation. Et bien ça, cet argent, on peut le mettre là, parce que de l'autre côté, on fait des efforts sur justement le travailler un peu plus et on produit plus à l'échelle de la nation. C'est la réindustrialisation, c'est le travailler un peu plus longtemps. Il faut être cohérent. Sinon, je vous fais des promesses ou je vous fais des choix politiques qui sont financés sur nos déficits, c'est-à-dire vos impôts de demain ou ceux de vos enfants. Ce ne serait pas honnête. Et j'ai une dernière question. Pourquoi une réforme paramétrique alors que vous aviez engagé une réforme systémique? Alors, pour une raison simple, en 2017, j'avais eu le mandat de faire une réforme systémique. Et j'avais d'ailleurs dit, je ne ferai pas d'effort. Il y avait deux choses différentes en 2019. Le mandat que j'avais était une réforme systémique. Et les circonstances de finances publiques n'étaient pas les mêmes, puisque le COR, à l'époque, le Conseil d'orientation des retraites, disait qu'il n'y a pas de besoin de financement. C'était la campagne de 2017. Je n'avais donc pas de mandat pour faire une réforme allongeant l'âge. J'avais un mandat pour faire une réforme d'ensemble. Et les experts disaient qu'il n'y en a pas besoin. Au demeurant, oserais-je vous rappeler, les mobilisations, les grèves de début 2020 et le fait que, en première lecture, ce texte était passé au 49.3. Je ferme cette parenthèse pour tous ceux qui idéalisent la réforme systémique. En 2022, le Covid est passé par là, la guerre est revenue en Europe avec une crise de l'énergie, nos finances publiques sont sous tension, les taux remontent. Tous les experts disent il y a un problème, votre système est déséquilibré, il le sera jusqu'en 2030, il faut bouger. Je fais campagne en 2022 en disant je ne veux pas plus de cotisations parce qu'on ne peut pas enlever du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent. Je ne veux pas baisser les pensions, on ne peut pas baisser le pouvoir d'achat de ceux qui sont à la retraite. Et je ne veux pas être irresponsable, on ne peut pas laisser du déficit à nos enfants. Donc on va devoir travailler davantage. Et en plus, ça va nous permettre de créer de la richesse pour le pays. Et donc c'est le mandat que je suis allé chercher auprès de nos compatriotes. Voilà pourquoi c'est pas la même. Est-ce que vous sentez que les Français ne vous aiment pas, Emmanuel Macron ? Vous les entendez? Quand je vois vos yeux, je ne peux pas me dire ça, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Mais... Emmanuel Macron, je ne suis pas un Français comme un autre, vous non plus. Non, mais je ne ferai jamais ces généralités parce que je pense que personne ne peut parler au nom des Français. Le président de la République peut le faire quand il est à l'étranger. Il faut tous qu'on ait beaucoup d'humilité. Nous sommes un pays unique, que j'aime au-delà de tout parce que je lui donne, voilà, je dirais ma vie. Dans les temps heureux comme dans les temps plus difficiles, mais c'est nous. Et donc, il faut tenir dans ces moments-là. Et je ne le mettrai pas sur le plan de l'amour. C'est pas, vous savez, quand on prend des responsabilités politiques, je pense qu'on cherche à être respecté et on cherche à ce que les gens aient confiance en vous quand les temps sont difficiles. Moi, je n'oublierai jamais que quand j'ai demandé aux Françaises et aux Français de faire des choses parfois difficiles pendant le Covid, y compris sans aucun texte, ils l'ont fait. Et on est un pays extraordinaire qui, il y a quelques mois, s'est mobilisé pour protéger les plus fragiles, pour aller vacciner et autres. À un moment, cette autorité, vous pouvez la voir quand ils savent que vous leur dites la vérité et que vous savez porter, y compris les décisions impopulaires. Et donc, je prends toute ma part de responsabilité. J'ai été chercher une confiance que j'ai obtenue sur des décisions que j'assume. C'est un moment qui n'est pas agréable, où il y a des gens qui sont très en colère, vous avez toujours des gens qui ne vous aiment pas, et j'aurai toujours des gens qui ne m'aiment pas. Et il en est de la vie d'une nation comme de celle d'une famille ou autre. Il ne faut pas s'en arrêter là. Il faut essayer de convaincre, mais il faut surtout avancer pour le collectif. Et donc ce qui m'importe, c'est d'avancer pour le pays. Et donc oui, les temps sont difficiles, mais ce n'est pas ça qui m'arrêtera de continuer d'aller au-devant de nos compatriotes d'une part, d'expliquer, de parler, d'essayer de convaincre, et puis surtout d'avancer sur les grands chantiers de la nation que je présentais lundi, comme l'école aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. À bientôt. Merci, Monsieur le Président. À bientôt à vous. À bientôt. Merci. Bon courage.